Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Je suis content d'être face à vous aujourd'hui. Et puis merci aux organisateurs d'avoir accueilli cette conférence. Donc nous sommes ensemble pour 30 minutes environ. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les fondations d'une nouvelle médecine intégrale ou intégrative euh, et finalement de tous les fondements futurs, à mon avis, de la thérapie de demain, même si elle existe déjà aujourd'hui. En tout cas, c'est celle que je propose et accompagnée par à peu près 300 praticiens au niveau mondial aujourd'hui. Donc, ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec vous, ce sont les travaux autour des liquides corporels et d'un état de l'eau très particulier qui est celui du quatrième état de l'eau. C'est lié avec la conscience quantique. Et puis, si on a le temps, ou si j'ai le temps, je ferai des liens aussi avec la neurologie corporelle, et pas celle du cerveau qu'on entend à tue-tête dans les médias. En 2019, officiellement, a été officialisé le fait que l'eau présente un quatrième état. Donc, suivant les travaux de Gérald Pollack, qui est un ingénieur au niveau des fluides et des liquides, tout ce qui concerne l'hydraulique. Et donc, Gérald Pollack a officialisé, notamment via un ouvrage, ses travaux sur le quatrième état de l'eau. Ce quatrième état de l'eau, il est révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il est invisible. Ce quatrième état de l'eau, au-delà du solide gazeux et du solide, eh bien, ce quatrième état de l'eau, on le nomme morphogénique, interfacial, quantique, cristallin, cohérent et aussi invisible, comme je voulais partager il y a quelques instants. En fait, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez de la matière vivante, en l'occurrence la forme, la mienne. Vous voyez aussi quelque chose derrière moi, une illustration. En fait, ce quatrième état de l'eau, on n'en voit que les effets. C'est-à-dire que l'eau, dans ce quatrième état de l'eau, change de structure en permanence et on n'en voit que les effets. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez de la matière vivante, mais ce n'est que de l'eau en mouvement en permanence. Et ce qui corrobore ces travaux, c'est qu'on s'est aperçu dans les années 2015 qu'en fait, on est constitué, au-delà de la masse corporelle, où on est constitué d'à peu près 70% d'eau, on est constitué de 99% de molécules qui sont des molécules d'eau. Ça, ce sont les travaux du biophysicien Emilio Del Giudice, sur lesquels je reviendrai plusieurs fois. Donc 99% de molécules d'eau, on voit en fait que si on n'étudie pas comment justement agissent nos liquides corporels, eh bien en fait on passe à côté de la médecine de demain, on passe à côté du bien-être d'aujourd'hui et de la thérapie à mettre en place dans les années à venir. Quand je parle des liquides corporels, je parle du sang, de la lymphe, je parle du liquide céphalo-rachidien et de l'eau intra- et extracellulaire. En fait, ce quatrième état de l'eau, il change de forme en permanence et il est présent en nous depuis l'embryologie. Si vous allez voir les travaux du biophysicien Vincent Fleury, eh bien, qui met en évidence que l'embryon, ce n'est que de l'eau en mouvement, suivant des champs électromagnétiques qui tournent sur eux-mêmes et qui, en repoussant l'eau sur les bords de l'ovocyte, créent des plis qui vont créer les futurs organes, les futurs membres inférieurs et supérieurs. Donc, pour certains aujourd'hui, alors qu'ils restent encore un petit peu pionniers, mais cette conférence, à mon avis, est pionnière, eh bien, on voit que l'eau est capitale dans notre développement et on en voit les vestiges. Par exemple, moi, j'ai une petite fille qui a 11 mois. Quand on regarde l'implantation des cheveux, on voit ça tout jeune. On peut le voir aujourd'hui si on regarde bien. Hein, si on a quelqu'un qui se met au-dessus de nos cheveux, eh bien, on voit que le dessus de notre crâne présente encore les vestiges de l'eau à travers un tourbillon, hein, qui est la disposition de notre cuir chevelu. On a des tourbillons à l'intérieur de l'oreille interne, la cochlée. On a des tourbillons dans le collagène, qui est la protéine la plus importante du corps au-delà de l'eau. Le collagène est une protéine spiralée qui va créer avec l'eau l'ADN. On a aussi l'empreinte de nos mains. Si vous regardez bien l'empreinte de nos mains, on voit les vestiges de l'eau qui nous a constitués quand on s'est constitué dans l'embryon, avec justement des spirales dans nos empreintes quand on les regarde de près, c'est assez net.
On a les méandres de l'eau à travers les méandres de nos intestins. On a les méandres de l'eau à travers les circonvolutions de notre cerveau. On voit bien que ce sont des méandres aussi, comme le passage de l'eau dans la nature. On a le débit spiralé du sang, qui permet au sang, par cette puissance spiralée, d'aller à l'extrémité des capillaires. Voilà, je ne vais pas tous nommer, je dirais, ces présences, mais on voit que la dimension spiralée est très, très présente, en fait, et on en voit les vestiges. Eh bien, c'est l'effet de ce quatrième état de l'eau qu'a mis en évidence, notamment Gérald Pollack et ses équipes. Mais le travail de Gérald Pollack s'est basé sur des travaux antérieurs qui se sont succédés. Aujourd'hui, ce quatrième état de l'eau est reconnu par des chercheurs comme Marc Henry, le professeur Marc Henry en France, professeur en université, mais aussi par d'autres chercheurs comme le docteur Mae-Won Ho, qui est une femme anglaise, une biophysicienne. Et puis d'autres chercheurs, je ne vais pas tous les nommer, mais en tout cas, je vous nomme ceux qui sont les plus en visibilité aujourd'hui. Donc, ce quatrième état de l'eau, en quoi il est capital dans notre vie? Donc, c'est un état qui est quantique. Le quatrième état de l'eau, c'est ce que met en évidence Gérald Pollack, a des propriétés qui sont quantiques, c'est-à-dire que ce quatrième état de l'eau est très cohérent. Quand on dit qu'il est très cohérent, eh bien, il est très ordonné. On voit ces masses d'eau cohérentes dans les tissus. Je dirais la norme standard correspond plutôt à des épaisseurs qui sont de l'ordre du cheveu, l'épaisseur d'un cheveu. Mais cette densité des masses d'eau cohérentes dans le corps peut évoluer en fonction de notre exposition à la lumière. Donc, c'est ce qu'a mis en évidence le professeur Pollack. Cette eau, ce quatrième état de l'eau, qui est un état quantique, qui change de forme en permanence et qu'on ne peut pas saisir, mais on en voit les effets, comme la matière vivante. En fait, là, vous ne pouvez pas voir l'eau, mais vous en voyez ces effets quand vous vous regardez, par exemple, dans un miroir. Ce n'est que de l'eau. Si on enlève tous les tissus du corps, je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes essentiellement une flaque d'eau. Quand on enlève tous les fascias, nous sommes essentiellement une flaque d'eau. Voilà. Alors, pour notre ego, pas facile à entendre, mais aujourd'hui, on sait ça à travers des travaux pionniers dans le milieu des liquides en biologie et en biophysique. Ce quatrième état de l'eau, il a une particularité qui va changer la médecine et la thérapie de demain. Il est capable d'absorber de la lumière, c'est-à-dire des photons, des particules de lumière qui voyagent dans le champ quantique, l'espace qui nous entoure. Et lorsque le corps absorbe ces photons, on parle de biophotons, c'est-à-dire des photons qui sont biologiques. Ces biophotons qui sont émis par l'ADN et en particulier la mitochondrie de nos cellules, eh bien, ces biophotons, en fait, alors ça, ce sont les travaux du biophysicien Fritz Albert Popp dans les années 80, années 90. Et donc, ces biophotons, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont absorbés par les électrons de nos liquides. Et ces biophotons, ils sont capables de donner de l'information à nos organes pour qu'ils soient capables ou qu'ils soient en mesure justement d'assurer un certain métabolisme dans chacun de nos organes, que les poumons agissent comme des poumons, que le foie agisse comme le foie, que certains processus qui sont enclenchés au niveau génétique puissent se faire à travers cette présence biophotonique dans nos mitochondries. Ce quatrième état de l'eau, on voit qu'en fait, et c'est ce que je dirais présente et affirme le professeur Marc Henry, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dialoguer avec l'invisible, c'est-à-dire le champ quantique, l'espace quantique, le vide quantique. On ne sait pas dialoguer avec notre médecin naturel, puisque notre médecin naturel est autour de nous et nous en faisons partie, nous baignons dedans. Nous ne savons pas dialoguer avec ce médecin naturel qui nous apporte toutes les ressources vitales, au-delà de tous les médicaments que l'on prend et la nourriture que l'on prend, que l'on ingère. Ce médecin naturel qui contient tout et qui donne l'information à nos organes pour qu'ils fonctionnent correctement, ce médecin naturel, eh bien, nous pouvons nous y connecter, nous pouvons le contacter essentiellement via l'absorption de nos électrons, l'absorption des photons par nos électrons. C'est-à-dire qu'en fait, notre matière vivante absorbe de l'intelligence à travers cette lumière, ces photons en permanence,
Et notre matière vivante est capable de se régénérer et d'assurer certains métabolismes. Les différentes propriétés au-delà de cette eau quantique, de ce quatrième état de l'eau qui est révolutionnaire, eh bien, ce quatrième état de l'eau n'a pas une structure en H2O, mais en H3O2. Il y a beaucoup plus de surface de contact avec les autres molécules, et notamment avec les molécules d'eau. Ce qui explique justement un grand débat au niveau de la médecine et de la biologie aujourd'hui, et de la biophysique, qui est la mémoire de l'eau. On sait que ce quatrième état de l'eau est à l'origine de la mémoire, puisqu'il a il a plus de liaisons hydrogènes, il en a 3 au lieu de 2, et donc il a beaucoup plus de surface de contact avec l'environnement. Donc ce qui explique la mémoire. Donc on sait que cette eau qui est invisible, mais qui agit en permanence, et dont on voit les vestiges, eh bien, est capable d'absorber de la lumière, mais aussi des infrarouges. Les infrarouges, tous nos corps en émettent, et donc nous absorbons les infrarouges de l'environnement. Et c'est vrai que si vous avez l'habitude de pratiquer du sauna infrarouge, vous allez voir qu'en fait, votre matière vivante va se régénérer. Vous allez avoir beaucoup plus de vitalité. Les infrarouges sont vraiment les ondes naturelles absorbées par l'eau, et c'est ce qui permet justement à l'eau d'assurer certaines fonctions dans notre corps, sachant que aujourd'hui, nous sommes composés à 99% de molécules d'eau et que chacune des cellules est composée de environ 22 milliards de molécules d'eau. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de liaisons hydrogènes et la mémoire qui est capable de construire et d'enregistrer notre corps aujourd'hui. Même si ce débat fait polémique, puisqu'en fait, on ne sait pas encore aujourd'hui si la matière vivante enregistre la mémoire ou si elle est capable de télécharger la mémoire dans des champs qui nous entourent, des champs électromagnétiques. Bon, moi, c'est plutôt l'hypothèse que j'ai pu vérifier à travers mes travaux, notamment sur la base d'appareils de thérapie quantique, où on voit que quand des êtres se rapprochent les uns les autres et que leur champ électromagnétique qui émane d'eux à travers l'activité électromagnétique de nos cellules, on voit que ces champs en fait s'interpénètrent et que les appareils évoluent suivant que vous êtes en contact avec des êtres, vous vous rapprochez d'eux ou vous vous en éloignez. J'ai des appareils qui permettent de mettre ça en évidence. Donc, cette eau, elle est capable de mémoire, elle absorbe de la lumière, elle absorbe cette lumière qui est capitale pour donner l'information à notre corps, pour que justement il retrouve ses ressources vitales et l'information et son intelligence, en fait, quelque part, l'intelligence qui permet à toutes nos cellules de se synchroniser. Et cette eau, en fait, morphogénique, elle agit comme une batterie. Elle agit comme une batterie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait vous êtes au soleil et que vous téléchargez de l'information, donc de la lumière via vos liquides corporels, eh bien en fait vos cellules se rechargent. On sait aujourd'hui que cette eau, elle agit comme une batterie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier grand principe. Et là où c'est intéressant, c'est en quoi ces liquides corporels vont-ils changer notre médecine de demain et notre thérapie de demain. Déjà, vous avez compris qu'en fait, notre médecine naturelle est autour de nous, que ces liquides absorbent cette lumière via leurs électrons. Et on sait aujourd'hui que les liaisons hydrogènes de l'eau sont capitales en fonction de leur géométrie pour assurer un certain métabolisme. Là, ce sont les travaux du chercheur Martin Chaplin qui mettent en évidence, alors c'est assez rare qu'on voit ça dans la science aujourd'hui, on a des physiciens qui l'utilisent beaucoup, comme le physicien Nassim Haramein, qui est un physicien indépendant, mais on sait aujourd'hui qu'en fait, suivant la géométrie des liaisons hydrogènes qui composent l'eau, alors vous avez compris, 3 liaisons hydrogènes par molécule d'eau, 22 milliards de molécules d'eau par cellule, 100 000 milliards de cellules dans le corps. Vous imaginez le nombre de milliards de liaisons hydrogènes qu'on a dans le corps, qui justement, suivant leur géométrie, c'est-à-dire en fait l'angle entre les liaisons, mais aussi la longueur des segments de ces liaisons hydrogènes, qui sont les liaisons capitales pour comprendre la vie aujourd'hui, donc dans le H2O et puis H3O2, le fameux H, ces liaisons hydrogènes, suivant la longueur de leurs segments, mais aussi l'angle, donc la géométrie entre ces liaisons, eh bien en fait, l'eau est capable d'assurer certains métabolismes ou pas. Alors, la question, c'est
qu'est-ce qui en nous aujourd'hui, sans même avoir besoin de médicaments, sans même avoir besoin de thérapie particulière, qu'est-ce qui pourrait avoir une influence sur ces liquides corporels? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui en nous justement avoir un fonctionnement qui serait proche justement de ces liquides qui absorbent de l'eau? Eh bien, on s'est aperçu via les équipes de recherche du chercheur en neurosciences Michael Persinger que notre conscience, je ne parle pas de notre conscience mentale, je ne parle pas de notre conscience émotionnelle, je ne parle pas de notre conscience sensorielle, je parle de notre conscience à l'origine de tout cela. Notre conscience, dans certains espaces de conscience, émet de la lumière, donc des photons. Alors évidemment, ça c'est un peu révolutionnaire en matière de physique aujourd'hui parce que c'est très peu en fait reconnu par la physique. Par contre, c'est établi en neurosciences aujourd'hui par des neuroscientifiques qui sont en marge entre les neurosciences et la physique quantique. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, quand vous émettez des intentions lorsque vous êtes durant des soins, eh bien, on voit des émanations via des appareils qui mesurent ça de manière très précise, des émanations et des émissions de biophotons à travers certaines fluctuations de la conscience. Donc, les liquides corporels absorbent de la lumière. On voit que notre conscience est capable d'émettre et d'absorber de la lumière, parce que si elle émet de la lumière, ça veut dire qu'elle en absorbe. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre notre conscience et les processus électroniques au niveau des liquides corporels. Et là, ça devient passionnant. Et là, on rejoint finalement les travaux de la physique quantique pure, qui nous disent qu'en fait, eh bien, l'observateur a une influence aujourd'hui sur la réalité. Qu'est-ce qui va faire que notre matière vivante va être capable de créer des processus naturels de vie, de restructuration, de régénération ou de destruction à travers les problèmes de santé qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on voit que les liens entre la conscience et les liquides vont être déterminants. Dans les années 90, début des années 2000, les travaux du chercheur, qui n'est pas un vrai chercheur scientifique, puisqu'en fait, il choisissait ses clichés, mais ça nous a amené quand même à réfléchir, les travaux de Matsuro Emoto, ce chercheur japonais, plutôt ésotérique, en tout cas, il a été identifié comme cela, qualifié ainsi, eh bien, mettait en évidence qu'il y a un lien, a priori, entre nos intentions, nos émotions et la faculté qu'a l'eau à constituer certaines structures cristallines dans notre corps. Donc, ce qu'on a compris finalement à travers ces travaux, c'est que dans certains états de conscience, on a une influence sur la structure de l'eau. Mais ce qu'on n'a pas dit, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que la structure des liquides a aussi, dans l'autre sens, une influence sur nos états de conscience. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. Tout part de l'espace et du vide, puis crée la matière, mais la faculté qu'a la matière de se constituer et d'évoluer va aussi avoir une influence sur nos champs électromagnétiques où transitent justement ces particules photoniques. Donc cette conscience qui peut avoir une influence sur nos liquides, c'est l'idée qu'en fait, plus les liaisons entre les liquides sont fortes ou faibles, plus en fait nos états de conscience sont rétractés ou dilatés. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état émotionnel difficile, colère, tristesse, frustration, impuissance ou peur, eh bien, en fait, les liaisons hydrogènes sont plutôt fortes, donc les molécules d'eau sont beaucoup plus resserrées dans le corps. Quand vous êtes dans un état de joie et donc de dilatation, et que vous regardez la vie avec beaucoup d'amour, ou vous êtes dans un état amoureux, eh bien, les liaisons sont plutôt faibles entre les liaisons hydrogènes, ce qui fait qu'elles peuvent se détacher facilement. Via les travaux de Martin Chaplin, on s'est aperçu qu'en fait, ces liaisons hydrogènes de l'eau, des liquides, se reconstituent à peu près toutes les 20 picosecondes. Alors, des picosecondes, c'est des millièmes de milliardièmes de seconde, mais se reconstituent dans leur immense majorité à l'identique. Donc, c'est l'idée qu'en fait, quand on souffre, eh bien, la souffrance se reconstitue à travers nos liquides corporels en permanence et que la structure de ces liquides va avoir une influence sur nos états de conscience. Plus ces liaisons sont resserrées, contractées, plus on a le sentiment de vivre en conscience dans notre quotidien, dans une conscience qui est étriquée, étroite, où on voit toujours les choses de la même façon, on a toujours le sentiment de subir les choses, et puis quand on vit dans une prison, j'appelle ça souvent vivre dans 1 centimètre cube. Qu'est-ce qui pourrait nous permettre aujourd'hui, et c'est là
vraiment, je dirais, la révolution pour moi, d'avoir une influence sur ces liquides qui eux-mêmes renverraient une information à notre conscience, qui serait capable de voir les choses tout à coup sous un nouveau regard. Eh bien, mes recherches, depuis maintenant 8-9 ans, m'ont amené en fait à tester de nouveaux espaces de conscience qui sont des espaces de conscience non locales. Des espaces de conscience non locales, ce sont des espaces de conscience élargis, augmentés, qui ne sont pas limités par les limites du corps, qui ne sont pas limités par les limites des sensations, des émotions et des pensées. On travaille ainsi dans des espaces de conscience qui sont à l'origine même de justement la perception du corps, la perception des sensations, la perception des émotions et des pensées. Aujourd'hui, dans le monde occidental, on confond la conscience et le mental. Si vous avez déjà pratiqué la méditation, en fait, vous savez aujourd'hui que vous pouvez être dans un état méditatif sans pensée. La pensée est immobile. Donc, on peut très bien avoir ou être en conscience sans avoir de pensée. Mais on ne peut pas avoir de pensée sans avoir de conscience de ces pensées. Ces pensées n'existent que si on en est conscient. Or, on confond beaucoup aujourd'hui le mental et la conscience. La conscience, dans certains espaces, est totalement indépendante des pensées, des sensations, des émotions. Et cette conscience que j'appelle élargie, augmentée, expansée ou non locale, non locale sont des termes de physique, eh bien, cette conscience est capable de capter de l'information bien au-delà de notre corps. Ce qui vous permet, par exemple, d'être très en lien avec des êtres qui sont à des milliers de kilomètres. Vous pensez à eux et dans cet espace, vous voyez leur numéro s'afficher face à vous. Donc, cette conscience non locale, qui est vraiment une conscience qui est au-delà du corps, quand votre corps est perçu comme dissous, et que juste ne reste que la conscience de l'instant, eh bien, cette conscience, elle a des propriétés qui sont doubles. Cette conscience, elle va à la fois du passé vers le futur, c'est une conscience qui est linéaire, c'est une conscience qui est entropique et qui anime la matière vivante aujourd'hui, qui lui donne un élan. C'est ce qui permet d'engendrer tous les processus métaboliques qui engendrent de l'entropie, c'est-à-dire en fait du désordre, du chaos. C'est ce qui crée aujourd'hui les problèmes de santé. Mais en même temps, c'est ce qui anime la matière vivante pour que toutes les cellules puissent communiquer ensemble. Cette conscience qui est linéaire, qui va du passé vers le futur, eh bien, elle est très agissante dans notre quotidien quand nous voulons des choses, quand nous désirons des choses, quand nous agissons, quand nous faisons. C'est une conscience qui est très masculine, on peut dire ça comme ça. Elle est dans l'action et elle fait, elle agit. Quand nous voulons, nous désirons, eh bien, on est en train d'essayer de fuir notre passé parce qu'on veut vivre autre chose que ce que l'on a vécu et surtout ne pas revivre ce que l'on a vécu. Et donc, on anticipe en permanence des événements qui pourraient ressembler à ce que l'on a vécu dans le passé. Donc, cette conscience linéaire qui dégrade la matière vivante et qui crée nos problèmes de santé, qui nous épuise, eh bien, en fait, cette conscience, elle n'est basée que sur du futur. Elle ne perçoit que le futur. Elle fuit le passé et elle anticipe un futur qui ressemblerait au passé. Cette conscience qui est linéaire, en fait, elle épuise nos organes. Elle est actionnée surtout par le système orthosympathique au niveau nerveux. Et cette conscience linéaire, en fait, si elle n'est pas équilibrée par une conscience antilinéaire dans nos organes et nos tissus, eh bien, elle épuise notre santé, elle épuise nos organes et elle crée des problèmes de santé à terme. On en a besoin, mais si elle est seule, elle ne peut pas être compensée et équilibrée. Donc, comment peut-on faire aujourd'hui pour sortir de nos problèmes de santé, sortir de nos problèmes émotionnels, de nos addictions, des relations difficiles qu'on a avec les autres, de nos pathologies en tout genre? Comment peut-on faire cela? De nos peurs aussi. Eh bien, en fait, l'idée, c'est au lieu d'être dans des états de conscience où on veut quelque chose, on va s'abandonner, un peu comme la petite dame que vous voyez derrière, dans des espaces de conscience où, en fait, on s'abandonne aux situations. Mais pas avec la pensée. Certains appelleraient ça le lâcher-prise. Pas avec l'émotion et pas avec la sensation. Avec l'état de conscience non local et expansé dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est une conscience qui n'est pas du tout attachée à la matière vivante et au corps et qui agit au-delà du corps. C'est une conscience qui est quantique. Et on s'aperçoit que quand cette conscience, avec certains paramètres, où le corps notamment est dissous, où on est dans le silence, où on est capable de faire tourner
cette conscience sur elle-même, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais c'est ce qui permet aujourd'hui au tourbillon, au liquide corporel d'échanger avec l'invisible, donc avec le champ quantique. Eh bien, ce sont des tourbillons, ce sont des vortex. On s'est aperçu dans les années 2015, sur les travaux du biophysicien Emilio Del Giudice, que l'eau, les liquides corporels échangent avec l'invisible via des vortex et des tourbillons. Or, cette conscience dont je vous parle, qui est non linéaire, qui va du futur vers le passé, qui revient vers le passé, est capable de l'accepter et de l'accueillir, et qui s'y abandonne, cette conscience non linéaire, eh bien, elle régénère la matière vivante et elle est capable justement de faire tourner les électrons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. On appelle ça des positrons. Ces positrons et cette conscience remontent le temps. Cette conscience remonte le temps, retourne vers notre passé et est capable de s'y abandonner. Ça veut dire que les effets, par exemple nos problèmes de santé, vont être capables de remonter jusqu'à leur origine. La matière vivante qui a créé de la dégradation est capable de remonter dans le temps et de revenir à l'état originel où l'organe était sain. Ça peut se faire en plusieurs séances, parfois sur plusieurs semaines. Là, par exemple, j'ai une praticienne qui vient de sortir de sa sclérose en plaques au bout de quelques semaines de pratique, en travaillant sur les scènes du passé qui ont été difficiles, le présent qui est difficile, tout ce qu'elle n'accepte pas et ce dont elle a peur. Et cette conscience antilinéaire remonte le temps et est capable d'actionner justement des tourbillons au niveau de la matière vivante. Comment ça se fait? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu via les travaux de l'ingénieur en mécanique des fluides Theodor Schwank dans les années 70-80, que dans une rivière, lorsque vous avez deux courants qui arrivent à s'opposer, ça peut être des courants au niveau de leur direction, mais aussi en termes thermiques, c'est ce qui explique les inflammations, par exemple, aujourd'hui. Eh bien, quand vous avez deux courants ainsi qui se rencontrent dans un liquide et, une rivière, eh bien, se forment à leur rencontre des tourbillons. Et là, vous commencez à comprendre là où je veux en venir, c'est qu'à mesure qu'on est capable de vivre dans ces deux espaces de conscience, un linéaire et un antilinéaire, par des pratiques au quotidien, comme la petite dame derrière, par des pratiques le matin, qui durent à peu près 25 minutes, où on s'abandonne à des événements en cours ou du passé, eh bien, petit à petit, on réactionne ces processus de régénération qui à la fois donnent un élan à nos cellules et en même temps est capable de les régénérer. On voit ça dans le système nerveux parasympathique qui, lui, régénère nos cellules. Et donc, quand ces deux courants se rencontrent, ces deux courants de conscience se rencontrent dans les liquides, eh bien, ils actionnent deux courants liquidiens opposés qui vont créer ces tourbillons, qui vont nous permettre de dialoguer avec notre médecin naturel, qui est le vide quantique et l'espace. Et là, la boucle est bouclée. Voilà. Aujourd'hui, les processus inflammatoires, on peut les expliquer ainsi. Un processus inflammatoire, c'est vraiment un processus qui tente justement de créer ces tourbillons, puisqu'on sait que maintenant, on a vu ça au XVIIIe, XIXe siècle avec les travaux du physicien Sadi Carnot. Quand vous avez deux courants thermiques qui justement s'opposent, eh bien, ça crée une force motrice dans la matière vivante ou même dans tout espace. Donc, on sait aujourd'hui que les mécaniques inflammatoires sont des processus de guérison naturelle du corps qui essayent de créer de la chaleur dans un espace qui est plus froid, si je puis dire, et qu'à la rencontre de ces deux espaces thermiques, eh bien, se créent des tourbillons qui vont permettre de régénérer les tissus. Sauf que si notre conscience linéaire prend tout le dessus et n'est pas capable de s'abandonner à la situation du moment, eh bien, en fait, on n'est pas capable de vivre dans ces deux espaces de conscience que j'évoquais, un qui va dans le sens du temps linéaire et un qui va dans le sens du temps antilinéaire et qui est capable justement de créer ces tourbillons, ces deux courants dans les tissus et dans les liquides. À partir du moment où ces deux courants de conscience sont créés à travers des pratiques du matin, par exemple, chaque jour, eh bien, on commence à vivre dans cet espace. C'est ça vraiment la révolution qui s'annonce. Ce n'est pas juste des processus de remise en santé, mais c'est une façon d'être. On vit dans le présent, on vit avec le monde et en même temps, on en est très détaché avec les nôtres, avec ceux qui nous entourent, avec les situations qui paraissaient difficiles au préalable, tout commence à glisser. Voilà ce qui s'annonce demain à travers des pratiques qui s'appellent notamment le PIS, thérapie du troisième millénaire, que je vous évoque là aujourd'hui et dont je vous ai partagé les travaux majeurs. Voilà, je vous embrasse. J'ai été ravi, j'ai tenu dans les temps, je regardais mon chrono en même temps. J'ai été ravi de partager ces nouveaux travaux avec vous.
et puis peut-être à une prochaine fois. Au revoir.